Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Je pense qu'on va commencer par le début. Je vais me présenter un petit peu. Effectivement, chef du Reine-Élisabeth, Fairmont, la fameuse chaîne. Je suis arrivé au Québec il y a 7 ans. Je suis arrivé dans les grands souliers de Jean Soulard qui allait vers d'autres défis. Et puis j'ai eu la chance de travailler au château pendant 3 ans, passer à travers de jolis projets. Et puis la vie m'a amené à aller à Montréal. Très récemment, je suis parisien, comme vous pouvez l'entendre. Charlevoix, c'est très important pour moi parce que ça a été vraiment le tout début, la première région que j'ai connue quand je suis arrivé ici. Donc j'ai beaucoup d'amis, j'ai une appartenance à Charlevoix qui est très importante, donc je suis ravi d'être là. Ces 7 dernières années, j'ai voulu aussi participer beaucoup aux choses qui étaient essentielles, autant culturelles, pour construire notre culture au Québec, où j'ai une très grande appartenance. Donc je voulais parler d'un produit unique, non pas de sa région, de sa provenance, de la saisonnabilité, mais je voulais parler aussi de la responsabilité. Alors j'ai mes jeunes enfants avec moi. C'est un sujet qui est très tendance, donc c'est sûr que ça fait un peu redondant, mais je pense qu'on doit avoir justement ce côté-là. On doit continuer un petit peu à frapper du marteau ce message qui est le mien, par ce que je fais dans la vie de tous les jours en grosse production. Alors, je vous expliquerai pourquoi ça me tient énormément à cœur. C'est parce que les 2 établissements dans lesquels j'étais auparavant sont 2 très grands établissements qui font beaucoup de nourriture, beaucoup de repas, beaucoup de réceptions depuis de nombreuses générations au Québec. Donc, on va faire une recette zéro déchet. Zéro déchet à partir d'un chou-fleur. Le chou-fleur, on est dedans, hein. On a beaucoup de légumes en ce moment, des légumes racines. Au Québec, on va tomber dans une saison où il fait très froid. On pourra avoir d'autres légumes qui viennent du sud, vers la Californie, bien qu'en ce moment, la Californie, ça ne soit pas trop le moment d'essayer de les embêter parce qu'ils sont en train de vivre un sacré problème. Donc c'était de savoir comment je pouvais, avec mon chou-fleur, travailler la totalité de mon chou-fleur sans être obligé de créer du déchet qui crée du carbone, qui crée du mouvement, qui crée tout un mouvement social derrière ça, mais aussi de pouvoir respecter le produit dans la totalité. Parce que, à savoir que derrière ça, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Alors je fais une cuisine très simple, vous allez vous en apercevoir. On pourrait parler de molécules, on pourrait faire de la cuisine moléculaire, parler de xanthane, parler d'alginate, parler de différentes choses. Finalement, on s'aperçoit que ce mouvement-là a un intérêt, mais très ponctuel. Je vous explique aussi pourquoi. C'est parce que c'est important qu'on lègue une culture ou quelque chose qui pérennise dans le temps et qu'on soit reconnu au Québec pour une cuisine bien spécifique qui passe par un aliment et un producteur derrière ça, dans sa saisonnabilité. C'est important parce qu'on ne consomme pas des tomates en hiver ou des fraises en hiver. Même si on en voudrait, on en a de disponibles, mais moins on en mangera, mieux ça sera, quoi. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose que j'inculque, qu'on essaye. On a plein de belles choses à faire et je suis là aujourd'hui pour vous le démontrer avec un aliment. Le chou-fleur, il est composé d'une racine. Il va sortir de la terre. Il va avoir vraiment des fleurs tout au début. Et puis le cœur va se composer. Il y a différentes variétés de chou-fleur. On pourrait en avoir des mauves. On pourrait en avoir des violets. On pourrait en avoir des jaunes. À savoir que tout ce qui est dans la coloration du chou-fleur n'est pas transgénique. D'accord ? C'est pas parce qu'il est violet, votre chou-fleur, qu'il est mauvais. C'est le croisement de différentes variétés qui a fait qu'on est arrivé un peu comme une vigne, à l'abolition d'un chou-fleur vraiment spécifique. Moi, je vais travailler le chou-fleur en faisant une purée, ce qu'on appelle une mousseline, parce que je vais rajouter un petit peu de matière grasse à l'intérieur du chou-fleur. Je vais utiliser les fleurs pour faire 2 variétés en 2 utilisations. Je vais faire du pickle avec les fleurs. Je vais le faire frire, donc je vais faire quelque chose de crispy, parce que c'est important d'avoir une consistance à l'intérieur de son plat. Et puis avec le centre, je vais faire des spaghettis. Alors, spaghetti, comme on l'entend, c'est une pâte, c'est italien, on est bien d'accord, mais c'est aussi la forme qu'il a. Un spaghetti, c'est pas la pâte qui est fait avec des œufs, de la farine et de l'eau, mais c'est la forme qu'il peut avoir, comme les rittoni, comme les orecchietti qui ont des formes d'oreilles. Donc la spaghetti, c'est vraiment le cylindre. Donc on va utiliser tout ça. Je vais prendre le cœur et puis je vais vous montrer comment on fait. Donc d'abord, on va dégager vraiment tout ce qui est au niveau des feuilles, vraiment tout ce qui est le tronc du, du, chou-fleur.
Par la suite, il se peut que quand vous achetez votre chou-fleur chez le maraîcher ou que vous le prenez directement de la terre, que la base soit très terreuse. Elle n'est pas mauvaise, elle est terreuse. Donc ça, c'est une grosse différence, c'est que si je la gratte, je peux la manger. Vous avez tous mangé des haricots verts. Moi, j'ai beaucoup mangé d'haricots verts crus. Bizarrement, c'est que j'aimais ça. Le premier que j'ai pris, je le prenais crack, alors que les gens se disent, mais c'est pas possible, on peut pas manger ça. Si, le chou-fleur, c'est pareil. Donc il y a juste à gratter finalement le fond de la queue du chou-fleur pour récupérer vraiment tout ce qui est encore la même valeur nutritive que le chou-fleur par lui-même. Là, il est propre, je l'ai un peu émincé. Ce que je fais, c'est que je vais juste gratter légèrement. Et c'est probablement ce que j'aurai de déchets. Et encore, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que finalement, ça, je vais le passer sous l'eau, je vais le brosser, je vais lui enlever la terre, je vais garder le noir, c'est pas très grave. Je vais tout mettre à l'intérieur de ma marmite pour lancer ma mousseline. Alors, ce qui est important pour garder le tronc, c'est vraiment d'aller tout autour de mon chou-fleur pour éviter de toucher tout ce qui va être la racine. Voilà, la racine du chou-fleur. Donc, je garde vraiment ce côté-ci. Et finalement, bon, il est un peu émincé. Tac. Là, j'ai le centre. J'ai vraiment ce qui va permettre au chou-fleur après de se lancer. Donc, il y a 3 éléments à l'intérieur de ça. Il y a mes feuilles, mon chou et ma colonne vertébrale. Je ne sais pas comment on va l'appeler, la racine. Ça, je vais le mettre de côté. Le pickles, je vais le rincer. Ça va être important. Il faut le rincer parce qu'il y a souvent de l'eau, de la terre et de l'eau ou des insectes qui peuvent être à l'intérieur de ça. Une fois rincé, pour rincer, dans l'eau, on met généralement une pointe de vinaigre. Le vinaigre permet un petit peu, comme la salade, quand on achetait la salade dans le temps, on enlevait juste le cul de la salade, là, le bas de la salade, et on prenait les feuilles et on les rinçait avec légèrement du vinaigre, ce qui permettait aux insectes de se détacher et de ne plus avoir d'impureté, mais on pouvait consommer la totalité de la salade. Je vais le séparer en 2, une pour le frire, une pour faire le pickles. Le pickles, il est composé de 3 choses, de sucre, de vinaigre et d'eau. Comment on fait un pickles? C'est un mélange, c'est une ébullition de ces 3 éléments-là. L'acidité du vinaigre va aller cuire finalement la feuille. L'eau va permettre de stabiliser et le sucre va donner un goût un petit peu, va permettre d'avoir justement ce traitement entre le vinaigre et le vinaigre et le sucre pour créer un pickle, donc cette acidité et cette conservation dans le temps. Une fois que le pickle est fait, on le met dans des bocaux, on peut le garder 1 an. On stérilise son bocal ou ses bocaux. Comment? On les met dans une casserole, on remplit à moitié d'eau, on met un couvercle, on crée une ébullition, une vapeur se fait, la vapeur rentre à l'intérieur du bocal, on retire, on ferme son bocal, on le retourne pour que l'air qui est emprisonné à l'intérieur de son bocal s'échappe vers le haut. Ce qui crée une conserve, c'est aussi simple que ça, quoi. Et là, après, on peut le faire perdurer pendant 1 an, 2 ans, et le pickles ne bougera pas. Je vais lancer mes choux-fleurs en cuisson. Pour lancer mes choux-fleurs, on part sur une casserole, peu importe la taille, qu'on essaye d'éviter de mettre trop d'eau, parce que ça ne sert à rien non plus, et ça accélère la cuisson. Donc généralement, plus vous mettez d'eau, plus vous allez attendre qu'il y ait une ébullition, plus vous allez consommer de l'eau. Donc l'idéal, c'est d'en avoir à la hauteur du chou-fleur. Ça n'a pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire bouillir à grande eau, alors, très fort. Ça ne cuira pas beaucoup plus vite. L'ébullition, c'est 100 degrés. Une fois dépassé, vous êtes au maximum de la température que l'eau peut avoir. Je mets du sel, c'est important. J'assaisonne mon eau. Pareil que pour si je cuisais des haricots verts. Alors, les haricots verts, le sel dans l'eau est plus pour le figer la chlorophylle. Là, c'est vraiment pour l'assaisonnement de mon chou-fleur. Mais c'est marrant parce que c'est souvent dans la simplicité, et on s'en aperçoit, que d'essayer de faire des choses trop complexes, généralement on perd toute l'essence du légume, on perd l'essence de la recette, on s'échappe, et puis on oublie aussi ce qu'on est capable de transmettre. Moi j'adore le poulet rôti, j'en ai mangé tous les dimanches à grandeur, des poulets j'en ai vu toute ma vie, mais un vrai poulet rôti je m'en souviendrai toute ma vie. C'est ce qu'on a pu me léguer, comment il était, d'où il était, comment il avait été élevé. Est-ce qu'il avait été congelé? Il était plein d'eau? Est-ce qu'il était doré? Pourquoi il ne dorait pas? Donc le poulet aussi simplement, je l'idolâtre, mais c'est culturellement très important pour moi. Et je pense qu'il faut qu'on aide cette évolution-là de notre culture, des aliments qu'on a, à pérenniser vers le haut ces choses simples pour avoir notre propre culture et pouvoir s'exporter et que les gens viennent chez nous
ici au Québec, justement pour une culture québécoise culinaire. C'est profond ce matin, hein? On est tous d'accord, hein? Mais c'est un message, hein. C'est important parce que je cuisine avec vous un petit peu là, assez rapidement, c'est quand même assez succinct. Mais pour moi, il y a aussi une réflexion et je pense que si je ne le fais pas aujourd'hui, je peux en parler à mes cuisiniers, on peut vous le transmettre, je peux faire des recettes, mais c'est l'opportunité pour moi de vous parler. C'est l'opportunité pour moi de sortir un peu de ma cuisine et de vous transmettre quelque chose et d'avoir une autre réflexion. Et on est rendu dans ce festival ici, là, je pense que c'est très propice à ça. On peut assaisonner le chou-fleur une fois qu'il est cuit différemment. Donc on peut le garder nature. Moi j'aime rajouter un petit peu de crème fraîche. On a de la crème liquide, on a peu de crème fraîche ici parce que elle n'est pas acceptée, mais on peut mettre de la crème 35%, ça fonctionne très bien. Ça donne de l'onctuosité. Un chou-fleur, à savoir que quand il est cuit, quand vous le mettez dans votre blindette, là, dans votre mixeur, plus vous allez le mixer, plus vous allez l'avoir lisse, mais lisse. Donc certes, le rajout d'eau peut aider à l'onctuosité, mais techniquement, le chou-fleur, quand il sort de sa casserole, là, il est blindé d'eau. C'est-à-dire, il a vraiment beaucoup d'eau. C'est-à-dire qu'il a à peu près 80% d'eau à l'intérieur de lui. Même s'il est essoré, quand il est cuit, il a une absorption de l'eau. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter de liquide. Vous avez surtout besoin de rajouter du goût. Le sel, le poivre, du curry. On pourrait rajouter différents épices. On peut rajouter... Je parlais de piment il n'y a pas très longtemps, mais de la poudre de piment qui se fait à Charlevoix d'ailleurs avec Valérie Leblond, qui est assez incroyable. Donc on pourrait, pour donner plus de force à votre recette, ce genre d'éléments. Le pickles, il va changer de couleur, ce qui est normal. Donc d'avoir un pickle très vert, il va falloir figer très vite la chlorophylle, on en parlait tout à l'heure. Le sel peut être un élément pour figer justement cette chlorophylle. Pourquoi il est vert là? C'est uniquement parce qu'il a de la chlorophylle à l'intérieur de lui. Il n'y aurait pas de chlorophylle, le chou-fleur il serait brun. Il ne serait pas mauvais, il serait brun. Donc pour figer la chlorophylle, c'est de rajouter du sel, ce qui va permettre d'avoir un pickle qui est plus vert. D'accord? Pour frire cet élément-là, à savoir que la feuille, elle, est composée, là à l'heure actuelle dans ma main, de 85% d'eau. Donc quand vous allez la mettre dans l'huile, ce qui va se passer, il va y avoir une éruption, parce que la chaleur va faire que l'eau va vouloir se dégager, il va y avoir une éruption. Donc quand on frit une feuille, que ce soit du basilic, que ce soit des herbes, du persil plat, que ce soit du persil frit, généralement on fait descendre la température de son huile. Donc une huile, quand elle fume, elle est à peu près à 180 degrés. Je suis désolé, je parle en degrés, mais à peu près à 180 degrés, 200 degrés. Pour frire une feuille, une herbe, et pour qu'elle reste bien verte, il faut arriver à 140, 145 degrés, la température de l'huile. Il n'y a pas de magie, on ne met pas le doigt dedans, on n'essaye pas, pour essayer de savoir si tout va bien. On prend un thermomètre, généralement. Ou alors, on trempe sa feuille légèrement, on la laisse tomber, puis on voit si, on le fait le plus tôt possible, on voit s'il y a une petite ébullition qui se fait, c'est-à-dire est-ce que les molécules d'eau sont en train de partir justement de cette feuille. Et plus ça va aller, et puis il y a un moment où ça va vraiment exploser. Donc là, il faut arrêter l'huile, la laisser redescendre en température. Ça doit frire doucement et longtemps. Une feuille, ça prend du temps, ça peut rester dans l'huile pendant à peu près une quinzaine, vingtaine de secondes, c'est pas ponctuel, quoi. C'est pas on l'enlève, merci, au revoir. Généralement, nous, on ne fait jamais ça dans une friteuse, parce qu'une friteuse est toujours à une température élevée, donc on fait toujours ça dans un récipient. On utilise une araignée, terme technique de l'écumoire. L'écumoire, juste pour votre information, là je fais un peu de technicité, l'écumoire c'est plein et ça a des petits trous. Une araignée, c'est pareil, sauf que c'est grillagé. Donc ça, c'est une araignée, et celle qui est pleine avec des petits trous, c'est une écumoire. Donc on utilise une araignée, ce qui permet de mieux récupérer et d'éviter d'avoir un surplus d'huile. Parce qu'à un moment, il va falloir aussi égoutter votre feuille parce qu'elle va être gorgée d'huile. Normal, vous l'avez frit. Il faut l'égoutter. Sinon, vous allez vous retrouver avec un aliment extrêmement pâteux. Puis c'est pas bon pour la recette parce que vous ne voulez pas non plus générer du gras. C'est pas le but, c'est de manger sain. Ça cuit, hein. Ne s'inquiète pas, je le mixerai pas. Parce que j'en ai déjà fait.
Donc, ma mousseline, elle est finie. Elle a été uniquement mixée. J'ai rajouté de la matière grasse dans mon mixeur. J'ai continué. J'ai ouvert mon mixeur. J'ai mis de la fleur de sel, un peu de poivre. Puis, j'ai rajouté un peu de parmesan. Du parmesan râpé. Ce qui va donner un côté, une petite acidité à ma purée de chou-fleur et qui va donner une élasticité aussi. Une fois que ça, c'est bien mixé, que c'est lisse, normalement, vous n'avez pas besoin de la passer dans une passette pour enlever les petits grains. Des fois, on fait ça avec la purée, là, quand vous mettez ça dans la purée, vous avez souvent des grains de pommes de terre. Elle est tellement humide, où il y a tellement de choses à l'intérieur de ça, que vous n'avez pas réellement besoin de la repasser derrière la passette. C'est ce qu'on appelle une mousseline. Une mousseline, pourquoi? C'est parce qu'il y a eu de la matière grasse qui a été rajoutée à l'intérieur. Pour le chou-fleur, alors, on va sortir l'instrument de torture. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ça. C'est une mandoline chinoise. Alors, une mandoline, à la base, c'est quelque chose qui permet de faire des tranches. C'est un élément rectangulaire où il y a une fine lame, un peu de rasoir qui permet de faire des tranches. Pourquoi chinoise? Parce que celle-là, elle est verticale et elle permet de faire des spaghettis, justement. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Où est-ce qu'on trouve ça? Généralement, dans les magasins biologiques. Les magasins bio ont tous ce genre d'éléments. Ça peut se trouver en plastique. Ça coûte un peu plus cher quand c'est en métal. Ça dure plus longtemps. Le seul problème, c'est que quand on fait cet exercice, on force un peu. Donc le plastique aurait tendance à casser, tandis que le métal perdure plus dans le temps. Le but, c'est d'enlever vraiment tout ce qu'il y a tout autour du tronc. Là, je ne sais pas si vous voyez, je suis en train d'enlever vraiment pour essayer de créer un tonneau, donc toutes les parties qui permettent que le chou-fleur se développe. Ça, on le garde et on le met dans la soupe. Hop. Le bout du tronc qu'on se parlait tout à l'heure, qu'on a nettoyé, je vais le tailler proprement. Nettoyer, on le met dedans. Les fleurs qui sont abîmées, on peut enlever vraiment la côte, ce qu'on appelle la côte. Et ça, c'est pareil, dans la soupe. On y met tout dans la soupe, généralement. Bah, plus maintenant, je vais vous le dire, là, c'est rare qu'on y mette tout dans la soupe. On fait des bouillons de légumes, on fait des fonds. Mais dans une soupe, on pourrait tout y mettre. Vous y verriez rien du tout. Et vous aideriez justement à avoir quelque chose de plus goûteux. Parce qu'il y a énormément de goût aussi dans la côte du chou-fleur. Mais dans d'autres aliments, justement. Parce qu'on pourrait parler d'autres aliments. La carotte fonctionne très bien aussi. Donc une fois que j'aurai préparé mes petites côtes, une partie pour la friture qui est présente ici. Donc une casserole, un petit peu d'huile, je résume rapidement. 145 degrés. Je fais un essai, je mets dedans, ça pétille légèrement, c'est parfait. On laisse, on retire sur un linge pour laisser désabsorber. L'huile va tomber, la feuille va commencer à sécher. On ne le met pas au frigo, on le laisse dans sa cuisine dans une partie sèche. Pour ce qui est de la purée, on en a parlé. On la mixe. On rajoute un peu de matière grasse pour avoir beaucoup d'onctuosité. On peut mettre des petites épices, on peut mettre ce qu'on veut pour donner plus de goût. On fait attention parce qu'on ne veut pas dénaturer le chou-fleur. Et pour la côte, c'est là où on s'en vient, avec l'instrument de torture, parce que ça ressemble vraiment à un instrument de torture. Là. Et aussi, ce qui est important, votre chou-fleur, il faut qu'il soit frais. Je vous explique pourquoi. Parce que ce qui peut se passer, vous ne le voyez peut-être pas, mais il est tout mou. Bon, il est fatigué, le mien. Il a fait 4 heures de route, il est arrivé, il a fait... Pff. Pourtant, il faisait frais, hein, mais bon... Donc au début, ça effrite un peu, c'est pas très grave, parce que ce que vous voulez, c'est récupérer vraiment le croustillant. Ça, c'est intéressant. Dans une recette, j'essaye toujours de travailler avec différents sens. La vue, le dressage, on en parlera tout à l'heure. Je vais vous voir, on a chacun l'interprétation du dressage ou de la façon de dresser visuellement. C'est la première chose qu'on fait ou qu'on voit quand on va manger. Donc c'est très important parce que les gens que vous allez recevoir, ça va être la première chose qu'ils vont regarder. L'odorat, ça c'est important. Sans y avoir goûté, on va se sentir happé ou en tout cas intéressé pour justement avoir le goût à la bouche. Puis derrière, il y a les consistances. Donc il faut du croquant, il
il faut de l'onctuosité. Le sel et le poivre doivent être une stabilité, donc ça c'est très important. Moi quand j'emploie des chefs, la première chose que je fais, ou que j'emploie des cuisiniers, c'est je leur demande d'assaisonner quelque chose. Ce qui est la base, ce qui vous surprendrait, mais quelqu'un qui sait bien assaisonner est généralement un très bon cuisinier. Parce qu'on s'aperçoit là dans le temps que plus on travaille et moins on y pense, moins on goûte. Donc ça c'est très important aussi en cuisine, c'est qu'il faut goûter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps goûter. C'est pas un défaut professionnel, c'est une réalité pour la consistance et la qualité de ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à faire même partager justement. Généralement nous quand on fait des recettes, on se fait goûter entre nous. Ça c'est important. Parce qu'on n'a pas le même palais, hein. Qu'on soit fumeur, qu'on soit plein d'autres choses. Donc moi j'ai un petit peu de... Comme mon tronc n'est pas assez grand, ce qui n'est pas très grave, j'ai un peu de miettes. Mais techniquement, quand vous arrivez au bout du tronc, vous avez vraiment des spaghettis qui se font. Ça, ce qui va vous rester, c'est la partie du milieu. Je la mets dedans aussi et je la mixerai à l'intérieur de mon mélange. On n'a pas parlé du pickles. Pour faire un pickles, on a ces 3 éléments. On les met dans une casserole, c'est très simple. On crée une ébullition. Une fois que l'ébullition a été faite, on éteint le feu. On lance ses feuilles à l'intérieur. On fait remonter en température. L'ébullition va arriver assez rapidement. On éteint le feu et on débarrasse. Et on va laisser refroidir à température. Il y a un mot en anglais qui dit cool down, qui permet justement de laisser son liquide revenir à la bonne température. Comme il y a du vinaigre et du sucre, il n'y a pas de prolifération, donc il ne risque pas d'y avoir d'intoxication. Le vinaigre va tuer toutes les bactéries à l'intérieur, ce qui évite justement de se dire oh, si je reprends mon pickle, c'est que j'en mange un, on va passer une sale soirée. Non, justement, le vinaigre va permettre de ne pas avoir ça. Je vais prendre cette petite assiette. Généralement, on essaye de mettre les éléments les moins consistants sous le dessous, c'est normal. Bien on pourrait arriver à utiliser ça à la poche à douille et on pourrait les mettre en suspens. Si réellement vous avez besoin de mettre la mousse sur le dessus, ça fonctionne aussi. C'est plus technique parce qu'il va falloir avoir une base beaucoup plus consistante pour pouvoir avoir une assise pour une mousseline. Et ça fonctionne. Donc généralement, on met plus tout ce qui est mousseline au fond de l'assiette. Pour ce qui est de l'assaisonnement, là je prends du sel, j'ai un peu de poivre, j'ai un peu d'huile d'olive, j'aime rajouter du miel. Ça fonctionne aussi dans tout ce qui est dans la philosophie de une vinaigrette au miel, vinaigrette au jus de pomme, vinaigrette au mou de pomme. Ça reste vraiment dans les liens aromatiques qu'on peut marier avec le chou-fleur. On pourrait rajouter de la moutarde. Alors j'aime donner ça aussi, c'est intéressant. Quand on mange, il faut surprendre. La première chose qu'on fait quand on met une bouchée à la bouche, généralement, c'est où on a le goût. Et ce qu'on aime faire, c'est j'ai le goût et j'ai une aspiration. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui kick, on va appeler ça un kick culinaire. Ça en ce moment, ça se fait beaucoup et c'est très intéressant parce que ça permet de générer la mémoire, donc d'avoir un souvenir de ce que vous avez mangé dans le temps. Donc maintenant, les cuisiniers font beaucoup ça, c'est qu'on arrive à beaucoup d'acidité, beaucoup du sucre aussi qui surprend aussi énormément. À garder en note. Et là, c'est la partie où finalement, Picasso fait ce qu'il veut. Ça, on aurait pu faire un atelier où on faisait du dressage. C'est intéressant ça aussi, parce que il y a beaucoup de, je sais pas comment on dit ça, mais de tricks, d'astuces. Oh le français, d'astuces de chef que vous n'avez pas obligatoirement connaissance, mais qui permettent de donner une, alors on appelle ça la perception. C'est horrible ce que je vous dis parce que vous avez l'impression toujours de vous dire oh waouh. Ben non, il n'y a pas de oh waouh. C'est que on sait que si on fait ça, vous allez vous dire ah. Et si je fais ça, vous allez vous dire ah. Puis ça, je le sais. Je le sais parce que ça fait longtemps que je le fais et ça fait longtemps que il y a ce retour. Donc
Là, je vais utiliser un petit peu mon croustillant. Donc j'ai des belles feuilles transparentes, hein. Mon petit pickles, qui lui va me donner l'acidité. Justement, qui va dire, oh waouh, ce kick exactement, c'est quoi qui m'a surpris? Pourquoi c'est différent alors que je m'attendais à manger du chou-fleur? Justement, le pickles, lui, va ramener l'acidité qui va un petit peu vous perturber. Moi, j'aime rajouter beaucoup, un petit peu de fleur de sel, un petit peu de poivre aussi. Puis là, j'ai des petits copeaux de parmesan, donc je vais en utiliser également pour... Voilà. Voilà comment ne pas gâcher. Voilà comment tout utiliser. Voilà comment respecter la saison. Voilà comment respecter nos producteurs. Surtout dans une région dans laquelle on est en ce moment. Et puis de garder fondamentalement le goût sans trop transformer l'ingrédient pour ce qu'il est. Moi j'ai toujours cru, et puis je suis d'une cuisine culturelle où on m'a éduqué comme ça, où 60% de mon métier, du talent que je pouvais avoir, venait de mon aliment. Et que 40% était amené dans ma technicité et dans mon choix. Mais que finalement l'ingrédient faisait que je pouvais être un très bon cuisinier. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup.